Donc, c'est Belghiti, c'est Chindoudi, c'est Arras, Madame Jouizi. Donc, finalement, le défi est relevé. Donc, excellente journée. On m'a chargé de parler d'un sujet un peu, un sujet bateau qui concilie, en fait, qui va concilier les non-invasifs avec les invasifs. Alors, docteur Philippe Garçon a bien fait l'introduction en parlant de tout ce qui est microcirculation. Moi, je vais traiter l'aspect invasif de la microcirculation, surtout les ischémies non obstructives, les ischémies myocardiques non obstructives. Alors, j'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Et pour alimenter le débat, je vais présenter un cas clinique. C'est un cas clinique de tous les jours. Une patiente de 57 ans, donc diabétique, hypertendue, bien équilibrée, sous bithérapie, qui est adressée par son cardiologue traitant parce qu'elle fait de longueur d'effort, classe 2, et il résiste au traitement. Du coup, la dame tolère mal son traitement médicamenteux, et du coup, donc, elle l'adresse pour une exploration invasive. Donc, l'ECG trouve des ondes de T négatifs en D3 AVF, l'échographie, une bonne fonction systolique, avec une hypokinésie sur 4 ou 5 segments, donc hypokinésie segment médian apical de la paroi inféroseptale et de la paroi inférieure, avec une biologie strictement normale. Donc, je pense qu'on ne sera pas différent que ce qu'on soit invasif ou non invasif. Cette thème mérite bien sa coronarographie. Et sa coronarographie est la suivante. Donc, vous vous en doutez bien, c'est des coronaires qui sont saines. Donc, vous pouvez me croire, j'ai pas mis toutes les incidences, mais c'est des coronaires qui sont strictement normales. Alors, c'est quoi le plan après? Parce que le premier réflexe qu'on a quand on fait de l'invasif, c'est d'aller derrière le cockpit pour regarder encore davantage la coronarographie, parce qu'on n'a pas envie de ne pas sembler crédible. Les lésions d'ischémie sont là, les troubles de repolarisation, ils sont là, les troubles de la cinétique sur l'échographie, ils sont là. Donc, il y a bien quelque chose sur la coronarographie. Alors, on répond parce que bon, les coronaires, ils sont strictement normales, mais ce qu'on a oublié, c'est qu'il y a en sous-jacent des troncs épicardiques, il y a une grande microcirculation. Et cette microcirculation peut entraîner des lésions authentiques d'ischémie, et je vais vous en parler tout de suite. Alors, le dogme, c'est que depuis plusieurs années, on se fixait, on se focalisait, quand on parle d'ischémie myocardique, sur uniquement les troncs épicardiques. Alors, la coronarographie, malheureusement, a une résolution limitée. Elle ne permet de voir que, euh, que ce qu'on peut voir avec une résolution de 300 microns. Alors, si on s'amuse à faire, par exemple, ce qu'on appelle l'artériogramme, donc ce qui est fait, par exemple, depuis 1963, donc j'ai pris les images de l'université de Glasgow. Donc, vous voyez très très bien l'image à droite, avec une résolution de 30 microns, vous avez de la microcirculation sous-jacente, et on tape directement dans les dogmes, puisqu'on se rend compte que cette circulation coronaire, finalement, qu'on qualifiait de terminale et sans collatéralité, c'est pas vrai. Hein, vous avez bel et bien de la collatéralité en vérité. Et bien sûr, quand vous avez un problème, ces collatéralités seront amenées à se développer et vous aurez cette ischémie myocardique qui doit être intégrée dans tout le système coronaire. Alors, pour comprendre, mieux comprendre, il faut aller voir ce que dit la physiologie. Et la physiologie, donc, la microcirculation, c'est en fait une sorte de boîte noire. Vous avez des contraintes donc, chimiques, pharmacologiques et mécaniques donc, auxquelles est soumise la circulation coronaire. Et à travers un débit donc, qui va émaner directement de là-bas, vous aurez donc une vascularisation plutôt diastolique. Et le total de ces contraintes va nous donner quand même un flux qui est très important pour nourrir ce muscle cardiaque, donc qui est un organe noble. Alors, aussi dans la physiologie, donc on a quelques principes qui sont très importants. Un, donc la circulation coronaire, normalement, obéit à une loi très importante, une géométrie très particulière, donc on appelle la loi fractale. Donc c'est une succession de bifurcations, donc c'est une arborescence successive qu'on peut prédire. Dont on peut prédire la géométrie en tout cas, et qui permet de distribuer le sang de façon équilibrée jusqu'à atteindre la microcirculation sans pour autant s'opposer à cette circulation.
Deuxième loi qui est très, très importante aussi, c'est la loi de Poiseuille. Donc, à travers la différence de pression, à travers le gradient de pression et les résistances, vous pouvez prédire le débit coronaire. Alors, sachant que les résistances, quand on parle de résistance, il y a plusieurs résistances, et la majorité des résistances sont causées, en tout cas, par la partie donc la plus importante, donc, qui est la partie de la microcirculation, ce que vous voyez juste là. Donc ça, c'est l'effet de la microcirculation. Alors, les résistances que vous pouvez rencontrer dans la circulation coronaire, d'abord, c'est des résistances qui sont inhérentes à la viscosité directement, donc les caractéristiques rhéologiques sanguines. Et puis, deuxième contrainte, c'est la vasomotricité de la circulation coronaire. Troisième type de résistance, c'est les résistances qui sont dues à la compression mécanique. À chaque fois que le muscle va se contracter, il va en fait comprimer les vaisseaux à l'intérieur, et du coup, donc ça constitue donc une charge de résistance en plus à battre pour que le flux coronaire parte jusqu'au capillaire pour assurer l'échange. Et auquel vous rajoutez donc une quatrième contrainte, donc qui est donc l'existence de sténose athérosclérotique par exemple, qui constitue le R4. Alors, troisième principe de physiologie qui est aussi important, c'est que cette circulation coronaire est dotée d'une réserve. Donc, vous savez très bien que votre débit coronaire peut augmenter de 4, voire même à 5 fois quand vous passez du repos à l'effort. Et cette réserve coronaire vous permet de répondre aux différentes contraintes auxquelles vous êtes soumis dans vos activités. Et si vous voyez sur la courbe ici, donc vous voyez que, en fait, le vaisseau coronaire n'est pas un vaisseau en PVC. Il n'y a pas de linéarité entre le débit et la pression. Tout en sachant qu'il y a une zone d'autorégulation où vous avez des variations minimes de la pression par rapport du débit par rapport à la pression. C'est ce qu'on appelle la zone d'autorégulation. Et si vous vous amusez à faire de la vasodilatation maximale, vous allez redresser cette courbe et obtenir la linéarité entre le débit et la pression. C'est ce qu'on appelle la réserve coronaire. Hein, à une vasodilatation maximale que vous pouvez obtenir pharmacologiquement, vous obtenez cette notion de réserve coronaire. Et bien sûr, cette réserve coronaire, elle est différente en fonction du niveau de pression, mais aussi différente en fonction de la pathologie dont souffre votre patient. S'il s'agit par exemple d'une coronaropathie ou d'une tachycardie, l'augmentation des pressions de remplissage par exemple, cette réserve coronaire sera amenée à baisser. Alors, quand je réfléchissais à cette question d'INOCA, d'ischémie non obstructif, il y a trois questions qu'il faut se poser. D'abord, est-ce qu'il s'agit d'une véritable INOCA? Est-ce que on peut la confirmer? Comment on peut la confirmer? Et finalement, comment on peut gérer cette pathologie? Alors, je commence par la première question. Donc, la question de confirmer, de définition d'abord. Alors, vous savez très bien que la classification de la cardiopathie ischémique s'est développée avec le temps, au fur et à mesure qu'on a compris un peu les concepts physiopathologiques, et après la révision à plusieurs reprises des définitions universelles de l'infarctus du myocarde. Aujourd'hui, quand on parle de la maladie coronaire, on distingue deux tableaux différents. Soit que vous êtes devant une douleur aiguë, donc vous êtes devant un syndrome coronarien aigu probablement. Donc le plus utile, c'est de classer le patient, de le mettre dans un tiroir particulier. Soit que vous êtes devant un cas de sus-décalage, un cas de syndrome coronaire sans sus-décalage, ou vous êtes devant un infarctus sans obstruction, ce qu'on appelle aujourd'hui MINOCA. Donc c'est une entité bien précise qui est définie depuis la recommandation de 2017. De l'autre côté, tout ce qui ne fait pas partie de l'ischémie aiguë fait partie de l'ischémie chronique, et vous êtes devant deux cas de figure. Ce qu'on connaissait avant, c'est la coronaropathie obstructive, donc qui représente la majeure partie des cas, surtout l'obstruction athéroscléreuse. Et de l'autre côté, il y a une entité qui commence à prendre de l'ampleur, c'est ce qu'on appelle l'INOCA. C'est l'ischémie sans obstruction coronaire. Et justement, pour pouvoir la cadrer, il faut la définir. Et la définition de l'INOCA aujourd'hui, c'est une symptomatologie angineuse, donc avec une ischémie inductible, sans lésion significative sur la coronarographie. Et plus encore, il faut aller prouver, si vous avez par exemple des lésions qui ne sont pas significatives, aller prouver que ces lésions ne sont pas hémodynamiquement parlées.
c'est-à-dire que vous devez obligatoirement sur ces lésions avoir un FFR négatif. Donc c'est ça la définition qui va vous permettre de mettre vos patients dans le chapitre ILOCA. Après, en termes de prévalence aujourd'hui, dans les différents registres, l'ILOCA représente un peu 50% des présentations. Et si vous regardez un peu, vous éclatez en fonction des sexes, vous trouvez que chez la femme, par exemple, une présentation prédominante peut atteindre 80% des présentations de la cardiopathie ischémique chronique. Alors, autre chose qui est très importante aussi, c'est le spectre de cette entité pathologique. Ça couvre quoi? Alors, ça couvre en général trois grands chapitres, trois grands phénotypes. D'abord, l'angine microvasculaire, l'angine vasospastique, auquel on inclut le syndrome de Prince-Métal, qu'on définissait avec la sémiologie ancienne, et le troisième phénotype, c'est la forme mixte où vous avez du vasospastique et vous avez aussi de l'atteinte microvasculaire. Et puis, figurez-vous qu'il y a une proportion qui n'est pas négligeable, qui représente quand même 11%, et c'est des patients qui ont des symptômes angineux, mais qui n'ont pas d'ischémie, c'est pas d'origine cardiaque. Il faut aller chercher une autre étiologie à cette symptomatologie. Alors, maintenant, comment confirmer cette ILOCA? Alors, pour la confirmer, on a besoin d'invasifs quand même, et je remercie Dr Philippe tout à l'heure, il avait parlé d'un certain nombre de paramètres qu'on peut mesurer par échographie, et sont aussi mesurables par invasif. Alors, l'essentiel, c'est d'abord de faire une angiographie, donc une coronarographie, pour éliminer les sténoses épicardiques, et puis pour exposer le vaisseau sur lequel on va travailler. En principe, on travaille sur l'IVA pour aller faire les tests dont je vais vous parler tout de suite. Alors, bien sûr, il faut, en général, on choisit l'IVA, on choisit une incidence où on peut exposer toute la longueur de l'IVA pour regarder ce qui va se passer sur cette artère. Deuxième étape, c'est d'aller mesurer deux paramètres essentiels. Le premier paramètre, ce qu'on appelle la réserve coronaire, ou la CFR, donc la réserve de flux coronaire. Et deuxième paramètre, ce qu'on appelle l'index microvasculaire de résistance. Ces deux paramètres vont vous permettre de poser le diagnostic d'une atteinte microvasculaire. Alors, le flux coronaire ou la réserve du flux coronaire donc, peut se mesurer à travers un guide donc, spécifique, donc un guide menu de récepteurs de thermodilution, donc c'est un principe de thermodilution, et on va calculer ce qu'on appelle le temps moyen de transition. C'est le temps nécessaire pour que le flux atteigne la microcirculation. Et au repos et en hyperémie après injection de l'adénosine. Et quand vous faites le rapport, c'est exactement la définition de la réserve coronaire de flux. Donc, vous voyez en bas. Donc, la CFR, c'est le temps moyen de transit au repos sur le temps moyen hyperémique. Donc, ça renseigne sur les temps épicardiques et sur la microcirculation. Le deuxième index, c'est le produit de la pression distale mesuré par le même guide, donc, qui est muni aussi d'un récepteur de pression, d'un capteur de pression, qui va nous permettre d'avoir la pression distale multipliée par le temps de transition au repos. Ça calcule l'index l'index microvasculaire de résistance. Alors, il y a des cutoffs conventionnels. Donc, aujourd'hui, pour dire que votre circulation coronaire est normale, il faut que votre CFR ne soit pas en deçà de 2 et que votre index de résistance ne dépasse pas les 25. Alors, entre 2 et 2,5, c'est une zone grise pour la CFR et les interprétations peuvent être disparates. Alors, en interprétant ces deux paramètres auxquels on rajoute la FFR, vous êtes devant 4 figures. Le premier, c'est les fameuses sténoses épicardiques diffuses, avec une FFR qui est basse, un index de résistance qui est élevé, et une capacité, une réserve coronaire qui est basse. Deuxième cas de figure, c'est quand vous avez uniquement une atteinte des réseaux épicardiques. À ce moment-là, vous avez que la FFR qui est atteinte. La microcirculation, elle est normale. Troisième cas de figure, c'est quand vous avez une atteinte spécifique uniquement de la microvascularisation. À ce moment-là, vous avez la FFR qui est normale, mais vous avez l'index de résistance qui est très élevé et votre réserve coronaire qui est très basse. Quatrième cas de figure, c'est quand vous avez une atteinte
épicardique diffuse, athérosclérotique, qui va atteindre et la microcirculation, mais atteindre de façon non significative l'épicarde. À ce moment-là, vous aurez une FFR qui est supérieure, normale, et un index de résistance qui est élevé, une capacité, une réserve coronaire qui est basse. 2 minutes de plus. Oui, Alice. D'accord. Alors, troisième étape, après avoir fait les différents, après avoir mesuré les différents paramètres, c'est de faire des tests de vasoréactivité. Il est obligatoire pour détecter les angines vasospastique. Et c'est un test qui peut se faire avec un maximum de sécurité, bien sûr. Quand vous injectez de l'acétylcholine, si vous avez une réduction de 90% du calibre du tronc épicardique, vous avez un spasme confirmé. Et si vous avez un retard de flux après injection de l'acétylcholine, c'est que vous avez un spasme mais au niveau de la microcirculation. Donc, à travers l'interprétation de ces tests, vous avez les trois différents phénotypes dont on a parlé, l'angine microvasculaire, l'angine vasospastique et le mix qui est le mélange des deux pathologies. Alors, comment gérer rapidement cette ILOCA pour ne pas tarder? Alors, il faut traiter, oui, parce que cette ILOCA, donc cette cardiopathie non obstructive, impacte le pronostic. Donc, vous voyez, entre quelqu'un qui a une ILOCA, un patient normal, vous avez quand même un mauvais pronostic parce que vous avez une probabilité de faire beaucoup de MACE comparé à la population normale. Deuxième chose, les deux paramètres dont j'ai parlé tout à l'heure, la CFR et l'IMR, sont des prédicteurs indépendants de mauvais pronostics. Donc, quand vous avez une CFR qui est basse, quel que soit votre profil coronarien, vous avez un facteur de mauvais pronostic. Même chose pour l'IMR. Donc, il faut bel et bien traiter. Mais pour le traitement, malheureusement, aucun traitement n'est étayé par une étude de grande envergure. Il y a des études, des méta-analyses, mais qui n'ont pas eu de force pour constituer une recommandation digne de ce nom. Alors aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'il y aura des essais qui vont venir par la suite pour confirmer tout ça. Et ce qu'on connaît aujourd'hui, donc par exemple, si on prend l'exemple de l'aspirine, est-ce qu'il faut la donner ou pas? Alors, dans les études, il y a des avis qui sont contradictoires. Donc, un avis personnel, moi, je garde des patients qui sont des coronaires qui sont d'apparence saine. On peut pas connaître notre microcirculation avec certitude et du coup, je pense que ça justifie, quand le profil hémorragique le permet, ça justifie de donner quand même l'aspirine chez ce profil de patient, même si les études sont un peu contradictoires. Les autres traitements anti-ischémiques, ils peuvent être aussi utilisés chez ce genre de patients. Donc, l'exemple, par exemple, de ranolazine, donc, qui est étayé par des méta-analyses, mais qui ont une faible véracité scientifique. Alors, pour la trimetazidine nicorandil, donc, il y a des essais qui sont en cours, mais toujours pas de résultats. Donc, il va falloir attendre cet essai, donc, il va être publié en 2024. Donc, un essai qui est très attendu. C'est le premier qui va tester l'efficacité de l'aspirine, l'IUC, ARA2 et de la statine chez cette population particulière. Donc, on attendra les résultats. Entre-temps, il y a une approche pratique proposée par un certain nombre d'experts et qui disent que vous pouvez traiter, par exemple, quand vous avez une angine microvasculaire, vous pouvez traiter par des bêta-bloquants, principalement le nivivolol parce que c'est le plus qui a été testé dans cette indication. Vous pouvez utiliser les bloqueurs calciques, la nicorandine, la ranolazine, trimetazidine et l'IEC parce que ça apporte des bénéfices en termes physiologiques. C'est des prédictions physiologiques qui n'ont pas été étayées par des études de grande envergure. Quand vous avez la composante spastique, bien sûr, on a l'habitude de donner ça, les inhibiteurs calciques, surtout non, les bradycardisants, non dihydropyridiniques. Vous rajoutez les dérivés nitrés à courte durée d'action ou à longue durée d'action et le nicorandil. Quand vous avez le mix, bien sûr, vous allez mixer les deux thérapeutiques en essayant de trouver la combinaison la plus tolérée pour le patient et la plus efficace sur les symptômes. Et aucune de ces classes thérapeutiques n'a prouvé un bénéfice sur la morbimortalité. Aujourd'hui, ce qui a prouvé le bénéfice sur la morbimortalité en termes d'ILOPA, c'est les mesures de prévention
de mode de vie conventionnel. Voilà, en conclusion, INOCA, c'est une pathologie à part entière. Beaucoup d'inconnus, une meilleure compréhension de la physiopathologie. Elle traduit la complémentarité entre la cardiologie invasive et non invasive. Il y a une implication pronostique indiscutable et la thérapeutique, malheureusement, reste toujours empirique. On va attendre les essais qui vont venir par la suite. Je vous remercie.